Donc, bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'être venus ici à la session sur le défi de justice alimentaire de Birmingham. Je suis ravie de voir autant de personnes ici. Je m'appelle Paulette Hamilton. Je suis la directrice de l'équipe de Birmingham pour la santé, le soin des adultes et des jeunes, et aussi, je travaille aussi dans la santé, et je suis passionnée de l'alimentation, de la pauvreté alimentaire. Et nous, en tant que ville, nous avons travaillé là-dessus pendant plusieurs années. Donc, avant de commencer, de continuer, nous avons des personnes qui vont nous adresser, qui vont parler en ligne par la voie numérique et par un lien numérique. Donc, avant de continuer, je voudrais juste réviser quelque part la liste d'intervenants d'aujourd'hui. Et je voudrais quand même commencer par Corinna Lechard-Palman-Bray. Elle va parler par le biais d'une vidéo. Après, nous avons le maire de Birmingham. Malheureusement, il ne va pas pouvoir être avec nous. Donc, nous avons quand même un remplaçant extraordinaire, David Davide. Et si David était gentil de s'approcher de Strad, voilà, comme ça, on va pouvoir donc être prêt. Et nous avons aussi Makakake. Est-ce que je l'ai bien dit? Ben, désolé si je me trompe, vous m'excusez parce que Michael va être notre intervenant principal. Il va nous adresser aussi par la voie numérique. Nous avons Dr Mouchananme. Est-ce que j'ai bien dit ça? Oui. Voilà. Et il va aussi nous parler par la voie numérique. Finalement, ce qui n'est pas moins important, pourtant, nous avons Dr Justin Baume, le directeur de la santé publique. Justin, est-ce que je peux vous demander de nous rejoindre sur la table, et comme ça, nous allons pouvoir commencer avec le programme de cette matinée. Malheureusement, vous devrez m'écouter pendant quelques minutes. Donc, je vous donne une vision générale. Je parle un peu de la situation. Birmingham, c'est une municipalité et qui a un rapport de travail excellent avec tous les partenaires globaux internationaux. Et nous avons été ravis qu'on nous a votés comme membres du comité de pilotage, parce que cela nous a permis de faire partie de ce qui est en train de se produire au sein de ce groupe de pilotage. En tant que leader politique qui travaille pour les gens de Birmingham, la pandémie a été des temps très difficiles. Notre ville a plus de 42% de la communauté, de la population qui avait trop de peur dans la zone urbaine. Les gens n'arrivaient pas à trop bien comprendre ce qui était en train de se produire. Les plus vulnérables ont dû continuer à travailler parce que ils étaient considérés comme des travailleurs indispensables. Voilà. Donc, au Royaume-Uni, au Birmingham, vous savez qu'il y avait des gens qui n'auraient pas dû être isolés et ils continuent à sortir. Par exemple, donc, les chauffeurs de taxi, les aides-soignants, les infirmières. Et les gens se sont sentis très isolés parce que une minute, on nous disait qu'on ne pouvait pas sortir, qu'on ne pouvait pas continuer à faire ce qu'on était en train de faire, qu'il fallait... Bon, bah, là. Et puis après, la minute suivante, le 23 mars, on nous a dit ben, il faut s'isoler, on ne pouvait pas partir de la maison. Et des ménages monoparentaux ou des personnes qui n'avaient pas de contrat de travail. Donc, ils ont passé à ne plus rien pouvoir gérer. En tant que ville, les gens sont vraiment très isolés. Nous avons eu 80 000 personnes qui ont été admises à l'hôpital. Nous avons eu des cas de COVID de milliers et de 1900
76 morts et décès à cause de la COVID. Alors, les banques d'aliments ont vraiment beaucoup augmenté et nous avons eu des agences au Birmingham qui ont commencé à travailler dans le secteur du bénévolat pour soutenir ce qu'on était en train de faire. Est-ce que je pourrais dire, avec la bonne volonté et l'aide des bénévoles, et nous avons pu faire, sinon nous n'aurions pas pu faire ce que nous avons fait parce que non seulement les gens ont donné des aliments, mais ils sont venus nous aider aussi et travailler dans nos banques d'aliments pour de façon bénévole. Alors, le gouvernement national a procuré des aliments, mais nous avons dû attendre pendant des semaines. Donc, cela veut dire que le conseil local, donc la maire de la municipalité, a dû se charger de procurer les aliments jusqu'à ce que le gouvernement puisse garantir que les personnes les plus vulnérables avaient donc les denrées alimentaires dont elles avaient besoin. Birmingham avait aussi un problème. Nous avions un problème avec l'alimentation avant de la pandémie et cela a augmenté. Par exemple, l'assurance nationale qui a augmenté et aussi la perte de crédit de prêt pour les personnes les plus vulnérables et l'augmentation aussi de ce contrat à 0 heure qui a été absolument dévastateur dans tout le pays. Et les gens aussi se résistaient à se vacciner. Et cela veut dire qu'il y avait des emplois qui ne pouvaient pas être remplis. Aussi l'augmentation du coût du gaz et de l'électricité. Cela veut dire que nous avons eu quand même une tempête parfaite. C'était, voilà, la situation. La COVID a eu un impact extraordinaire. Les gens sentaient qu'ils avaient une sécurité alimentaire avant l'épidémie de la COVID et en janvier 2021, la Fondation d'alimentation a fait un sondage et ils ont découvert que un pourcentage très élevé reportait qu'ils avaient faim et 8% des personnes qui étaient interviewées disaient qu'ils avaient beaucoup de mal à survivre et les gens ils étaient très inquiets par rapport à comment trouver les denrées alimentaires. Et c'est quand même des statistiques très concernantes, très préoccupantes pour une ville comme Birmingham, une ville d'un pays du premier monde. C'est quand même très concernant parce que nous pouvons bien imaginer ce qui s'est passé et ce qui s'est en train de passer dans d'autres pays du monde. Est-ce que je pourrais dire, en conclusion, c'est vraiment très important pour les gouvernements locaux de continuer à débattre là-dessus, mais aussi à continuer d'être engagés là-dessus, parce que je suis profondément convaincue que le travail que nous devons faire sur le plan national avec les communautés, avec les gouvernements nationaux, c'est à garantir que les citoyens puissent avoir accès non seulement à des denrées alimentaires de bonne qualité, mais à des denrées alimentaires en quantité, non seulement de bonne qualité, mais qui soient abordables aussi. Et cela va demander du temps, mais la pandémie a démontré que quand le système se travaille ensemble, nous pouvons le faire si nous avons cette attitude proactive et les choses arrivent à changer vraiment. Donc, mes dernières paroles seraient de vous dire que nous devons avoir cette attitude proactive et arrêter de parler sur ce que nous ne pouvons pas faire si nous voulons vraiment à ce que les choses changent. Et avec ces derniers mots, je vais m'arrêter et je vais passer la parole à Kalena Lassare qui nous a envoyé une vidéo de son intervention. Est-ce que vous pouvez lancer la vidéo? Merci. With the sound. Avec le son, s'il vous plaît.
Désolé, apparemment, le son ne nous parvient pas. If we're struggling, we could move on to the next speaker. Si c'est un peu trop compliqué, peut-être qu'on pourrait passer à l'intervenant suivant pour faire un peu pour avancer. D'accord. Alors, peut-être nous pourrions passer directement à l'intervention de David. Vous êtes l'expert en politique alimentaire. Vous pourriez peut-être parler. How is it supposed to work? They're putting the slides up on Yep. the screen. But anyway, meanwhile, the slides are. Donc, voilà, je pense. Voilà, c'est la beauté des événements en direct. Donc, merci à tous. Merci sincèrement. Merci, Belén, de nous avoir invités aujourd'hui ici. Je suis David Zani et je représente la municipalité de Bergamo en Italie. Aujourd'hui, je suis ici pour représenter le maire de notre ville, le responsable des services sociaux qui a eu des obligations institutionnelles, donc il n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Et je vais essayer d'agir en tant que représentant de ma ville aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du rôle joué par les villes dans la garantie ou dans la réponse à la crise du Covid et l'émergence sociale qui est issue de cette crise, et pour voir comment les villes ont essayé de répondre à cette crise en garantissant l'accès à une alimentation appropriée et saine et nutritive pour les citoyens les plus vulnérables de la ville de Bergamo. Et vous pouvez voir ici quelques chiffres, quelques statistiques sur la pandémie en Italie. Il y a plus de 445 000 personnes qui sont tombées dans la pauvreté, qui ont plongé dans la pauvreté, et ce qui a supposé une augmentation de 4,6 millions de personnes pauvres en 2019. Et plus de 50% des employés temporaires et au chômage ont plongé dans la pauvreté à cause des mesures de contention. Et les catégories qui ont eu le plus d'impact, qui ont été les plus atteintes, ont été les personnes âgées qui sont restées toutes seules sans aucune aide, les femmes sans un travail stable, les jeunes et les mineurs qui ont été aussi pénalisés et atteints par la pauvreté au sein de leur ménage et la fermeture des écoles et aussi tous les problèmes de rapports sociaux puisqu'ils devaient être confinés à la maison, et aussi les travailleurs professionnels qui ont vu une chute dans leurs revenus, et finalement les travailleurs du domaine des services sociaux et des services de l'État
l'État-prévidence qui ont été atteints aussi par les besoins accrus de réponse à la crise et qui ont dû rester aussi ou soit confinés, soit sans pouvoir travailler normalement. Donc, pendant la situation d'urgence que nous avons fait à Bergamo, c'est de développer des expériences collaboratives en nous ouvrant à des tiers parties pour travailler ensemble avec les associations, les réseaux, les familles, les groupes de citoyens, donc en essayant de créer des synergies pour fournir une réponse à cette situation avec des initiatives conjointes. Donc, en tant que municipalité, nous avons essayé de réunir, de mettre ensemble tous ces acteurs d'une façon plus structurée pour donner réponse aux besoins accrus. Donc, les expériences que nous avons eues à Bergamo, par exemple, l'expérience Bergamo pour Bergamo a consisté à construire un réseau de groupes auto-organisés dans toute la ville, en fait 17 groupes qui sont auto-organisés eux-mêmes et qui ont été activés, qui sont activés eux-mêmes et se sont réunis et commencé à travailler ensemble par le biais de la participation et de l'engagement du département de services sociaux de la municipalité de Bergamo. Et donc, ces expériences ont confirmé jusqu'à quel point cela pourrait être bénéfique de travailler dans cet état-providence, dans cette provision sociale, donc gérée non d'une façon centralisée par le biais du département de services sociaux, bien entendu, mais qui pourrait essayer de mettre ensemble tous les acteurs sociaux de toute la ville pour pouvoir garantir la proximité et des actions plus capillaires, avec une capillarité aussi plus étendue. Donc, ce modèle nous a permis quelque part de répondre à un éventail plus étendu de besoins aussi pour fournir une réponse à des besoins changeants d'une façon plus agile. Et nous connaissons bien la vitesse des événements et des changements. Cela a vraiment été difficile de comprendre quelles étaient vraiment les catégories qu'il fallait donc soutenir ou sur lesquelles il fallait travailler ou cibler. Et les gens recevaient du soutien par le biais de plusieurs catégories, dans certaines mesures. Mais il y avait d'autres catégories de personnes qui n'étaient pas soutenues. Donc, en tant que municipalité, nous avons vraiment eu besoin de réunir, rediriger, répondre à tous les besoins qui nous arrivaient de la part des citoyens. Et nous avons essayé d'être un point de centralité pour la gestion de tous ces demandes, tous ces besoins-là. Et en ce qui concerne les politiques actives que nous avons mises en place à Bergamo, nous avons, par exemple, exploité le financement étatique pour avoir des coupons d'aliments pour 3500 bénéficiaires. L'expérience, j'ai déjà commenté Bergamo pour offrir des paquets d'aliments pour plus de 800 familles. Et aussi créer ces réseaux de distribution de denrées alimentaires qui ont garanti plus de 300 services pour les gens qui ne pouvaient pas sortir de chez eux. Aussi, nous avons mis en place un fonds d'entraide pour
collecter des fonds du secteur privé, de la part des citoyens aussi. Et toutes ces expériences-là ont démontré l'importance de toutes les alliances possibles entre les organisations, les ONG, le secteur privé, le secteur public, jusqu'à quel point toutes ces connexions-là entre tous les acteurs concernés pouvaient aider à fournir une réponse solide, cohérente à ces besoins accrus. Et le résultat le plus, disons, satisfaisant a été la création d'une table de soutien à l'alimentation qui continue d'être active encore comme table ronde ou centre de travail et qui a reçu aussi le soutien des services sociaux et qui réunit autour de cette table tous les acteurs sociaux qui travaillent dans la ville pour organiser leurs actions, pour aussi procurer une aide, une réponse tout à fait cohérente face aux besoins changeants de la ville. Et c'est tout. Merci beaucoup de votre attention. David, voilà, cela a été excellent. Voilà, cela a démontré que peu importe où que vous soyez dans le monde, où vous ayez été dans le monde, nous avions les mêmes idées, le même programme et les citoyens, n'importe quelle langue parlaient-ils, ils étaient capables de se soutenir, de s'entraider. Cela démontre jusqu'à quel point des organisations différentes travaillaient d'une façon un peu alignée. Est-ce que nous pouvons reprendre donc la vidéo précédente? Et alors que nous cherchons la vidéo, est-ce que vous avez vu les petites brochures de ce pledge, de ce plan, ce défi, cet engagement pour la défense de la justice? Et je voudrais le lire. Désolé, nous n'avons pas le document. En tant que maire, nous nous engageons à défendre la justice alimentaire en sachant que tous les citoyens, indépendamment de leur statut, ont le droit à une alimentation saine, nutritive, à avoir dans tout moment. Nous reconnaissons les bénéfices d'un partenariat collaboratif pour répondre aux challenges exacerbés par la pandémie et le déplacement catastrophique. C'est une affirmation généraliste, mais je pense que tout le monde dans cette salle pourrait défendre. Et je voudrais juste vous rappeler ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que nous sommes prêts? Oui. Voilà. Et nous allons continuer. Voilà, on m'avait dit que la vidéo était prête, mais bon. Ce que nous allons faire, donc, c'est que nous allons passer directement à Michael et sa présentation. Est-ce que nous pouvons passer la parole à Michael Fakhri, le rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation? Est-ce que nous avons accès à Michael? Merci. Et Michael va parler de ce que c'est que la justice alimentaire, le droit à l'alimentation. Est-ce que nous avons Michael? Non, cela ne fonctionne pas très bien, tout ce qui est les connexions, n'est-ce pas? Ah, voilà, peut-être. Oui, nous pouvons voir Michael maintenant. Michael, est-ce que je peux vous passer la parole? Merci, Michael. Est-ce que nous pouvons avoir le son activé? Désolé, le son, il n'est pas génial, mais nous ferons de notre mieux. Docteur Tanashi, est-ce que vous pouvez parler? Parce que nous n'arrivons pas à entendre Michael. Si vous
vous commencez, peut-être que nous aurons pu résoudre les problèmes de son et nous allons pouvoir passer la parole à Michael. Nous changeons un peu l'ordre du jour. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, l'eau est claire. Donc, je tiens à vous remercier de nous avoir invités. Je m'appelle Tinashe de la municipalité de Johannesburg en Afrique. Et nous sommes ravis de faire partie de cette stratégie, de ce débat. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler et de partager les expériences que nous avons développées à Johannesburg en ce qui concerne la sécurité alimentaire pendant la crise de la COVID. Comme vous devez bien savoir, en Afrique du Sud, nous avons commencé à avoir un confinement strict le mois de mars de l'année dernière et nous sommes restés confinés. Donc, les confinements, c'était niveau 5. Cela veut dire que nous ne pouvions pas aller nulle part, nous ne pouvions pas sortir de chez nous. Cela a duré 2 mois entre le mois de mars et le mois d'avril. Et ce que nous avons vécu pendant cette période-là a été que la ville n'était pas préparée, n'était pas prête pour gérer les conséquences de la COVID en ce qui concerne cette situation. La sécurité alimentaire pour les groupes la population la plus vulnérable a été garantie, mais avec la pandémie, la demande d'intervention ont vraiment doublé par rapport à ce que nous étions habitués à faire et nous n'étions pas prêts pour assumer cela. L'une des choses que nous avons observées, c'est que les aliments, les denrées alimentaires, la résilience alimentaire que nous avions n'était pas conçue pour supporter, pour soutenir ce changement et ce challenge. Et ce que je voudrais dire directement, c'est que les politiques alimentaires de la ville ont des points clés à résoudre. Nous avons été l'une des villes dans le monde à être très malchanceuse, si je peux dire, parce que nous avons eu plein de bouleversements dans les services. Dans les prochaines semaines, nous allons conclure les campagnes politiques pour la formation du nouveau gouvernement. Mais pendant cette période, nous avons eu des problèmes avec la mort de 2 maires et ce genre de bouleversement, d'interruption de la vie normale, de la vie de l'administration a supposé aussi un problème de gestion. Et nous, tout ce qui concerne les décisions politiques était quelque part donc en danger. Et le constat qui a prévalu est de garantir que les gens ne soient pas en situation de vulnérabilité. Et il fallait garantir ça pendant la pandémie. Et donc, en fonction de la Constitution, les politiques, et malgré toutes les perturbations et tous les bouleversements que nous avons vécus, il fallait garantir. Mais en Afrique du Sud, c'est-à-dire si les administrations politiques ne fonctionnent pas, la loi ne peut pas garantir du point de vue institutionnel et constitutionnel. Et pendant la pandémie, si les gens avaient faim, la faim ne peut pas attendre les réponses qu'il faut donner, parce que s'il y a une absence de réponse administrative et politique, cela crée des problèmes sérieux et nous avions besoin de réviser toutes les politiques pour voir ce qu'il faudrait faire dans le cas d'une situation pareille. Et voilà, pendant la pandémie, ce que nous avons vu, c'est que les
politiques alimentaires doivent transcender, doivent aller au-delà des politiques et des cadres politiques, parce que la sécurité alimentaire ne peut pas dépendre des politiques. Et nous, chez nous, à Johannesburg, le développement social est en rapport avec cette sécurité alimentaire. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous ne devons pas attendre à réduire ou à accorder cette responsabilité à un département. Il faut coordonner entre tous les départements concernés et cela doit aussi être coordonné entre toutes les sphères concernées, parce que nous, les gouvernements locaux, nous assumons, mais nous avons après le gouvernement, le niveau de la province, le département, le niveau étatique, mais tous les différents niveaux administratifs doivent coopérer, ce qui a été le cas pendant la pandémie. Et donc, les innovations alimentaires, les changements alimentaires doivent pouvoir aller au-delà de ces cadres. Et les politiques alimentaires, parce que nous sommes en train de développer nos politiques, les réviser, mais doivent aller au-delà de tous les cadres politiques donc provisoires. Donc, nous avons des politiques qui ne sont pas adaptés aux groupes les plus vulnérables, au développement économique, aux vulnérabilités économiques. Et nous devons être capables de garantir que les politiques alimentaires, les politiques de résilience devraient aller au-delà, dépasser les cadres politiques, parce qu'il n'y a pas de cohérence entre les différentes politiques, les politiques qui sont en train d'être donc développées ou mise en place, cela crée des problèmes. Donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est que les politiques de résilience alimentaire, parfois, ne s'alignent pas avec d'autres politiques en vigueur dans la ville. Et aussi, un autre point, c'est de augmenter la participation des parties concernées, par exemple, pendant le confinement en 2021. Il faudrait augmenter la participation des ONG et du secteur privé en ce qui concerne la distribution des denrées alimentaires pour tout le monde, y compris les SDF, parce que pourquoi pendant le confinement nous avons eu des problèmes? Parce que il y avait des partenaires qui se plaignaient parce que les réglementations, les contraintes politiques n'aidaient pas à promouvoir donc l'aide. Il y avait manque de clarité, de progrès réalisables. Et donc, en tant que municipalité, la réglementation, les lois de gestion municipale, etc., n'aisaient pas. Donc, ce n'était pas simple de s'engager de la part du secteur privé et de la part des ONG de pouvoir travailler, parce qu'il y avait des différences par rapport au traitement, par rapport au niveau d'engagement. La réglementation, la loi était aussi compliquée parce qu'il y avait certaines demandes qui étaient pas nécessaires. Les gens avaient faim, ils attendraient, ils devaient attendre, mais alors la réglementation n'aidait pas à agiliser les procédures d'attention. Et alors, combien de temps a-t-on besoin de garantir pour répondre ou engager donc le soutien de certaines organisations? Donc, la malnutrition, les problèmes de faim existaient aussi. Et nous avons aussi réalisé qu'il doit y avoir des critères clair pour pouvoir bénéficier, pour les bénéficiaires de cette garantie, de cette résilience alimentaire en ce qui concerne la distribution alimentaire, c'est-à-dire l'accès aux aliments, à l'alimentation ne peut pas être la conséquence d'une distribution non efficace ou non ineffective. Nous avons découvert dans certaines zones ou dans certains domaines, il y avait des manques. Nous devons donc garantir l'accessibilité
avec la participation de toutes les parties prenantes et dépassons les problèmes et garantir, parce qu'il y avait des gens qui recevaient des paquets de denrées alimentaires de plusieurs sources et d'autres gens qui n'en avaient pas. Et naturellement, quelque chose que nous avons aussi réalisé à Johannesburg, c'est qu'il y a un besoin de faire un suivi, un contrôle quelque part, parce que la chaîne de valeur doit être garantie de la part des citoyens, de la part des consommateurs. Et il y a certains éléments qui ont bouleversé, qui ont perturbé la chaîne de distribution, et nous avons aussi réalisé que les monopoles sont rapidement créés dans le marché, et aussi cela peut nuire aussi à la chaîne. Du marché aux consommateurs, nous avons aussi réalisé qu'il y a des acteurs dans la chaîne de distribution qui bénéficient du conflit et qui n'aident pas à la résolution de la crise. Et certaines agences donc, de gestion urbaine vont à l'encontre des besoins privés, et alors qu'il y a des opportunités de travailler dans ces chaînes alimentaires de façon coordonnée, parce que si nous avons une production alimentaire accrue, nous pourrions réduire les prix, mais il y a des tendances monopolistiques qui nuisent à ces mesures, ces mécanismes. Et nous devons avoir des stratégies pour gérer aussi l'augmentation des bénéfices. Et ces perturbations ont eu un impact dans plusieurs domaines alimentaires, et les prix ont été soumis à une forte pression. Donc, nous avons besoin de mettre en place des approches avec une vision d'innovation à toutes les échelles et promouvoir la production et la consommation locale de denrées alimentaires produites localement en garantissant la sécurité alimentaire. Donc, par exemple, des légumes autochtones qui pourraient contribuer à garantir cette résilience. Donc, par exemple, tous les légumes qui sont produits autour de la ville doivent être promus et garantis. De cette façon, nous pouvons garantir cette résilience ou cette cohérence. Et finalement, je voudrais parler du volet de la nutrition. Parce que la nutrition n'a pas seulement rapport avec la distribution, mais aussi toutes les personnes qui pouvaient bénéficier des paquets de denrées alimentaires. Nous aurions pu garantir aussi la distribution de légumes, de concombres, de carottes, pour ainsi dire. Mais les denrées alimentaires doivent être aussi garanties de façon équilibrée. Donc, la sécurité alimentaire ne se traduit pas seulement par la livraison de paquets d'aliments s'ils ne sont pas équilibrés. Donc, la protection sociale par le biais de programmes ou dans les centres écoliers, dans des espaces urbains, doivent être promues. Des techniques donc alimentaires qui exigent moins d'espace. Maintenant, nous sommes en train de mener une étude sur les handicapés pour voir quelles sont les technologies que nous pourrions utiliser pour augmenter donc la portée de nos initiatives. Par exemple, pour améliorer aussi les systèmes de production agricole, l'irrigation goutte à goutte, c'est-à-dire nous avons besoin d'approches innovantes pour
augmenter aussi la productivité dans les espaces donc de culture dont nous disposons. Voilà des exemples de ce que nous avons essayé de faire. Et merci beaucoup de votre attention et nous avons donc accordé cette opportunité de partager certaines des initiatives que nous avons déployées. Merci beaucoup. Monsieur Tanahashi, cela a été absolument brillant. Merci beaucoup de votre présentation. Est-ce que je peux dire, juste pour rappeler 2 phrases, est-ce que nous avons aussi le son? Voilà. Monsieur Tanahashi, ce dont vous avez parlé, cette voie politique qui devait être accompagnée quand il y a des problèmes, ça a été quand même très brillant. Et ce que vous avez commenté par rapport aux données, les données sont si importantes. Les données, vous avez aussi parlé non seulement des produits, mais de produire et de protéger aussi. Vous avez vraiment recouvert plein de volets de sujets. Cela a été vraiment magnifique. Merci. Alors, des applaudissements de reconnaissance à M. Takashi. Merci. Est-ce que nous pourrions passer la parole maintenant à notre intervenant, M. Michael Falake? Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Oui, parfait, merci. Michael, et je pense que cela vaut la peine de parler après Dr. Tanahashi parce que Johannesburg est vraiment un modèle pour beaucoup de villes. De parler de la justice alimentaire, je parle en tant que rapporteur des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. Le Conseil de droit de l'homme m'a nommé comme expert dans les volets dans le sujet de la faim, la malnutrition. Et voilà, la justice alimentaire, c'est quand même un exemple parfait de comment les villes mettent en place des initiatives, parce que cela a été au devant de la lutte contre la problème. Maintenant, nous devons avoir des gouvernements solides et les villes sont stratégiques. Les villes doivent être en situation de capacité, de renforcer leur capacité, renforcer aussi les gouvernements nationaux qui n'arrivent pas à remplir leurs besoins. Et aussi, nous avons le cadre de plusieurs villes pour coopérer et travailler pour la solidarité. Et cette pledge, cet engagement est une façon de prévenir ou de lancer une alerte dans le besoin de coordination parmi plusieurs niveaux, parce que la sécurité alimentaire engage plusieurs niveaux administratifs, plusieurs niveaux de gouvernance. Et aussi, cela est impulsé par ce besoin. Je voudrais que les villes adoptent comme un engagement sur le long terme pour explicitement défendre le droit à l'alimentation par le biais des processus politiques ou y faire référence à ce droit de l'alimentation, utiliser ce cadre de travail par le biais de l'analyse de problèmes, la mise en place de politiques. Le problème, c'est que le droit à l'alimentation donne un pouvoir aux villes pour faire dont elles sont censées faire. Et cela donne aux villes plus de contrôle sur la survie et la destinée de leurs citoyens, même si la pandémie nous demande de répondre à des situations changeantes. C'est important de travailler sur le long terme. Nous devons penser sur le long terme parce que la réponse à la crise alimentaire est en train de transformer nos systèmes alimentaires. Nos actions d'aujourd'hui sont en train de paver la voie pour l'avenir. Ce que je vais faire maintenant, c'est de vous expliquer ce que cela veut dire que les droits de l'homme de façon généraliste, mais qu'est-ce que cela veut dire par rapport aux droits à l'alimentation, quel est le cadre de travail. Les droits de l'homme, les droits humains consistent à penser comment donner le pouvoir par le biais des outils politiques de droit international. Quand nous commençons à parler du point de vue de droit à l'alimentation, il y a plusieurs outils basés sur le droit à l'alimentation, les organisations, le comité de la sécurité alimentaire, l'Organisation mondiale de l'alimentation. Donc, comment est-ce que les gouvernements et les citoyens
le garantisse. Il ne faut pas attendre au gouvernement pour avoir droit à l'alimentation. En tant que toutes les personnes, tous les groupes humains ont droit à cette garantie. Et aussi, cela nous aide à travailler sur les rapports. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les droits humains de l'homme qui se centrent sur le rapport entre les humains, entre le gouvernement? Voilà, maintenant, cela pourrait nous aider à renforcer la complexité des systèmes alimentaires parce que des choses comme, par exemple, les droits de l'homme, les droits des travailleurs, les droits des producteurs, les droits des enfants sont clés pour renforcer donc les droits individuels et aussi le droit à l'environnement parce que les personnes sont aussi fortes que la biosphère. Donc, nous devons garantir que tous les secteurs et tous les aspects de la société devraient travailler de façon alignée pour renforcer ce rapport entre les gouvernements et les individus et l'environnement. Et pour parler sur le droit à l'alimentation, le droit à l'alimentation, ce n'est pas le droit à ne pas avoir faim, mais à pouvoir célébrer et partager les aliments. C'est la façon de comprendre, de construire, de bâtir le rapport à la communauté, l'identité communautaire, mais aussi la culture gastronomique d'une ville. C'est l'un des éléments distinctifs si nous pensons au restaurant, au marché maraîcher, au centres éducatifs, aux universités, tout le système de la télé-restauration, tout cela tourne autour de l'alimentation. Cela veut dire que les salaires, les impôts, les programmes de formation, non seulement sont une réponse économique, mais sont les outils dont la ville a besoin pour renforcer la culture gastronomique, la culture alimentaire, pour renforcer les capacités des citoyens dans leur vie quotidienne. Cela veut dire aussi que les magasins locaux, les initiatives locales sont une infrastructure clé pour garantir la justice alimentaire. Le droit à l'alimentation veut dire que tout le monde, indépendamment de leur statut, ont droit à avoir une alimentation disponible, abordable, appropriée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire approprié, veut dire que les gens ont droit à avoir une alimentation, des denrées alimentaires appropriées. Ils ont le droit à décider ce que c'est que approprié, à décider ce que d'un point social, culturel, nutritif et approprié en tant que denrées alimentaires à partir de leurs conditions de vie. Et cela touche à la dignité humaine. Deuxièmement, les denrées alimentaires doivent être accessibles, directes, par alimentation, avoir accès aux ressources naturelles ou garantir que les denrées alimentaires soient accessibles dans des centres de supermarchés, que les gens puissent avoir accès à ces ressources et les marchés devraient être des marchés justes. Et finalement, l'alimentation doit être accessible. Cela veut dire que les gouvernements doivent garantir que les aliments, les denrées alimentaires soient toujours accessibles, abordables du point de vue économique. Donc, les citoyens ont le droit d'avoir accès à des aliments justes et garantir à ce que les citoyens aient le temps, les ressources pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir se procurer les denrées alimentaires dont ils ont besoin. Cela veut dire que tous les systèmes, toutes les institutions alimentaires doivent être inclusives. La valeur clé, c'est l'inclusivité, comme vous pouvez voir. J'aime bien le voir comme l'accès, comme l'accès à la cuisine, par exemple. Tu peux définir une cuisine de la même façon. Indépendamment du statut légal, du statut de santé, nous avons la possibilité, l'accessibilité d'être dans une cuisine et d'être là pour avoir accès à l'alimentation. Mais le droit à l'alimentation est différent et partagé de façon différente. Les gens, parfois, ils peuvent perdre la dignité si le droit à l'alimentation dépend de la charité des institutions. Donc,
donne un pouvoir de contrôle sur la population et le droit à l'alimentation différent de la sécurité alimentaire ont des portées et des significations différentes parce que la sécurité alimentaire est utilisée comme une façon de se centrer sur l'accès, sur la disponibilité. La question, c'est pas une question d'avoir droit à, c'est une question plutôt de l'obligation de garantir, mais le droit à l'alimentation est une façon de garantir cet équilibre. Les décisions politiques, les experts, on joue tous un rôle là-dedans, mais le pouvoir doit être à la portée des citoyens, des individus. La transparence, les procédures, les procédés doivent être garantis aussi. Finalement, le droit à l'alimentation concerne un rapport entre le gouvernement, les individus, l'environnement, l'accès aux denrées alimentaires, l'eau et garantir la force accrue des citoyens et de la terre. Merci. Again, can I say a wonderful speech? Je voudrais dire, féliciter, fantastique ce que vous avez réussi à faire, c'est de vraiment réunir dans le même discours tout ce qui a été dit et ajouter ce côté politique, cette touche politique pour garantir et démontrer les gens, les denrées alimentaires doivent être accessibles et abordables. Et la valeur clé, c'est que octroie une dignité. Voilà, la dignité. Comment est-ce que les gens se sentent quand ils ne peuvent pas avoir accès à l'alimentation et doivent avoir ressources à d'autres sources pour satisfaire leurs besoins alimentaires. Et voilà pourquoi le pouvoir politique et les décideurs politiques doivent être là. Voilà pourquoi, donc, je suis absolument d'accord avec Dr. Tanashi. Cela doit pouvoir dépasser, surmonter, aller au-delà de tous les obstacles possibles. Donc, encore une fois, une intervention excellente. Finalement, je vais encore essayer pour la 3e fois. Est-ce que la vidéo de Karina Larissa Palma est prête. Est-ce que nous pourrions essayer comme ça? Nous allons passer la parole après Justin. Donc, si vous avez des questions, vous êtes priés d'en prendre note et puis après, nous allons passer aux questions-réponses. Est-ce que vous avez la vidéo prête? Est-ce que nous pouvons commencer et la lancer? Merci. I'm taking my glasses off because I can't. J'enlève mes lunettes parce que je ne peux pas croire. Est-ce qu'il faut qu'on passe la parole à Justin avant de lancer la vidéo de Karina? Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez... Ah oui. Je m'appelle Karina Valls, je suis nutritionniste. Je travaille aux banques alimentaires de Sao Paulo depuis la pandémie. Je suis venue pour parler des effets négatifs de la COVID et sur la sécurité alimentaire des familles, surtout dans la situation de vulnérabilité sociale au Brésil, au département de São Paulo, et aussi les stratégies et les politiques publiques pour trouver... Pendant la crise sanitaire, économique et crise à laquelle nous avons dû faire face, les résultats des études de la population à Brésil en 2018 ont démontré que plus de la moitié des ménages brésiliens, 44%, avaient garanti la sécurité alimentaire, 55% étaient soumis à une insécurité alimentaire, 9% vivaient dans une situation de famine et dans un manque de sécurité. Dans cette situation était même plus grave dans les zones rurales. L'insécurité alimentaire grave a augmenté près 19% dans les ménages brésiliens parce que les gens ont perdu leur travail à cause de la pandémie. Ce manque ou cette insuffisance alimentaire associée à l'augmentation du chômage a, entre autres, a augmenté l'insécurité alimentaire pour les groupes les plus vulnérables. Les données du sondage
épidémiologique de 2021 a démontré que nous faisons face à une chute de 15 ans, une régression de 15 ans dans 5 et dans la période entre 2013 et 2018, l'insécurité alimentaire grave, même avec la faim, a augmenté de 8% annuellement. Cette augmentation s'était accélérée à 27% par an entre 2018 et 2020. La vulnérabilité sociale, avec le problème d'accès aux aliments, a augmenté pendant ces 2 années. Aussi, le chômage a été un facteur dans la genèse de l'insécurité alimentaire, augmenté à 12%. Et autres facteurs de vulnérabilité associés à l'insécurité alimentaire, par exemple le genre, la race, la couleur de la peau, le teint de la peau, la vulnérabilité dans des familles et le taux de scolarité ont aussi eu un impact. Et ces conditions ont augmenté les possibilités d'une plus grande insécurité alimentaire. Dans le sud de la région où se trouve São Paulo, 47% de la population vit dans un cadre d'insécurité alimentaire et dont 6% vivent dans un cadre d'insécurité alimentaire grave. Selon le département de coordination sécurité nutritive qui garantit la sécurité alimentaire, l'accès à l'agriculteur, d'accord avec le décret 60 533/2021, la responsabilité de coordonner et mettre en place le système municipal de nutrition, alimentation durable, avec d'autres institutions de la mairie. Nous sommes chargés de répondre à la situation d'urgence alimentaire pour garantir des actions visant à garantir, à créer des conditions pour le fonctionnement de la Chambre intersectorielle de l'alimentation et du Conseil municipal de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc aussi pour gérer les centres de sécurité alimentaire. Ces centres de coordination ont des centres de référence qui sont des institutions publiques à caractère communautaire pour la mise en place de la politique municipale de sécurité alimentaire dans un espace de cohabitation. Ces équipements sont les responsables pour garantir le droit à l'alimentation appropriée et pour promouvoir les politiques publiques concernant la sécurité alimentaire et promouvoir l'accès à l'alimentation de qualité pour la population dans des situations de vulnérabilité, dans des quantités suffisantes de façon durable, et aussi garantir l'éducation nutritive par le biais de programmes spécifiques, de promouvoir des agences d'intégration, par le biais de projets, programmes de gastronomie, et aussi de promouvoir des actions sociales. Et le centre de référence de Maria est chargé de le faire. Aussi, le programme de la Banque alimentaire est chargé de promouvoir aussi avec les objectifs de collecter, recevoir, de choisir, de stocker toutes sortes de denrées alimentaires avec une valeur commerciale ou pas, avec le but de distribuer ces denrées parmi la population qui est dans une situation de vulnérabilité, avec 410 organisations d'assistantes enregistrées dans ce programme en 2020. Nous avons atteint une population assez accrue avec une augmentation de 105 700 citoyens qui ont reçu ces services-là. Et ces institutions ont enregistré dans la banque alimentaire et cela comprend des familles directement avec des besoins, avec des ménages, des personnes âgées, des jeunes, et aussi les récollections des donations de la Banque des aliments ont atteint un record l'année 2020 et on a arrivé à collecter 2400 tonnes d'aliments
et de donations aussi, avec plus de 48 millions de paniers basiques qui ont été distribués avec l'aide des institutions mentionnées, avec les donations de 3 000. Avec toutes ces données de 2020, nous voulons souligner l'importance des bailleurs de fonds et des partenariats et pour le travail avec la municipalité, parce que tous les aliments donnés ont été donc utilisés pour les centres écoliers. Aussi, le secrétaire de l'Éducation a aussi collecté 1 700 tonnes d'aliments en 2021. Ce chiffre sont en train d'être réduits, mais se trouve encore au-dessus des chiffres d'avant la pandémie. Et nous avons atteint 1 130 tonnes et 334 000 personnes qui ont bénéficié de ce programme, avec la population vulnérable, y compris personnes de tous les âges. Le programme municipal cherche à lutter contre le gaspillage et la perte pour augmenter donc l'utilisation des denrées alimentaires et la consommation, donc gérer les déchets alimentaires, contribuer à la réduction de l'insécurité, augmenter aussi les aliments à valeur commerciale, créer des mécanismes pour éviter le gaspillage, promouvoir des initiatives pour promouvoir la production locale et la chaîne alimentaire. Et ce programme est basé sur 3 axes. Tout d'abord, promouvoir la sécurité alimentaire, la distribution des denrées saines et nutritives pour les personnes en situation d'insécurité alimentaire, avec 400 organisations enregistrées au sein de la Banque mondiale. Deuxième objectif, avec un aspect socio-économique, pour former les personnes concernées dans cette situation, pour travailler avec des personnes dans une situation de vulnérabilité par le biais de programmes de travail. Et les bénéficiaires peuvent participer dans les activités concernant la collecte de denrées alimentaires et travailler dans des sujets concernant la sécurité alimentaire. Et finalement, environnemental, ce pilier pour garantir la mise à profit des denrées non utilisables et garantir aussi que les aliments non utilisés soient compostés depuis le début de ce programme. En 2017, plus de 600 tonnes ont été collectées, avec un impact de plus de 1,6 million de personnes vulnérables et des bénéficiaires qui ont pu profiter donc de ce programme. Il est très nécessaire de reconstruire le tissu social par le biais de débats démocratiques, des informations, des politiques publiques. À partir du critère de l'inclusion, nous devons alerter la société et le gouvernement sur le besoin indispensable de mettre en place des actions politiques publiques pour aider les personnes et les populations les plus vulnérables à garantir la sécurité alimentaire. Non seulement les politiques structurelles pourraient y aider, mais aussi pour la résolution des inégalités sociales. Merci. Once again, can I say that une fois de plus, je dois dire que le Brésil a démontré ce qu'ils peuvent et ont fait pendant la COVID. Et nous sommes en train d'entendre les mêmes messages une fois et encore une autre fois. Donc, chercher plusieurs voies différentes de garantir l'alimentation de la population sur le long terme, aussi de mettre en place, de développer des politiques pour garantir que si jamais cela devrait se produire une autre fois, donc nous avons les moyens nécessaires pour résoudre. Donc maintenant, je vais passer la parole à Dr. Justin Varney, directeur de la santé publique à Birmingham, et il va parler de façon plus approfondie que moi je l'ai fait avant sur l'expérience à Birmingham. Donc, vous avez la parole. Merci, Madame la conseillère Paulette Hamilton. Est-ce que je peux avoir mes diapos? Bon,
Nous avons vécu aussi la pandémie de façon très similaire à Bergamo, Johannesburg, São Paulo. Donc, les citoyens ont dû faire face à des restrictions vraiment très étendues dans leur vie, mais aussi nous avons vu et vécu l'expérience d'avoir quitté l'Union européenne, donc la chaîne d'approvisionnement dans le domaine alimentaire a vécu des impacts importants. La maladie aussi des chauffeurs de camions aussi, les gens n'avaient pas fait donc les dons qu'ils avaient fait auparavant. Donc la résilience dans notre secteur communautaire s'est réduite parce que les gens ne faisaient pas les mêmes contributions, les mêmes dons. Donc, aussi, la sécurité alimentaire est devenue une priorité par rapport à la réponse à la COVID de part de la ville. Est-ce qu'on pourrait obtenir mes diapos et les lancer? Voilà, oui. Une réponse aux leçons de l'insécurité alimentaire avant et après la crise de la COVID-19. Les leçons que nous avons pu en tirer, nous avons vu qu'avant la COVID, nous avions pensé à la sécurité alimentaire, mais je ne dirais pas que c'était une priorité énorme. Nous sommes un pays, une ville revenu assez élevé, 600 livres par semaine, c'est le salaire, mais nous avons quand même un pourcentage important des enfants sous le seuil de la pauvreté, 8% de la population au chômage ou sans emploi. Donc, ce chiffre-là a augmenté à cause de la pandémie. Cela nous a mené à ce débat sur le droit à l'alimentation et la conseillère Hamilton, en tant que représentant politique de ce volet du droit à l'alimentation, quand la ville a dû faire face au challenge que nous avions en ce qui concerne la sécurité et l'alimentation. Les décisions nationales étaient à l'ordre du jour, les décisions concernant l'aide d'approvisionnement, le soutien, les accords commerciaux avec l'Union européenne. Et tout cela était mené par le biais aussi même du journalisme et des médias. Je me souviens au tout début de la pandémie, une conversation avec d'autres villes, Milan et d'autres villes qui faisaient partie de ce pacte. Quels sont les produits qui vous manquent en Angleterre? Nous sommes obsédés avec le papier toilette. Et voilà, en Italie était un peu différent, non? Et voilà, les médias ont poussé le discours jusqu'à créer une situation de panique quelque part. Voilà, donc nous sommes arrivés à cet accord suivant lequel les décideurs politiques au sein des villes doivent faire entendre leur voix concernant ce point-là, parce que la justice alimentaire et la sécurité alimentaire sont un point important parce que nous travaillons sur des solutions opérationnelles. Nous avons partagé avec tout ce partenariat. Je sais que le nord de l'Italie a été atteint très fortement au début en ce qui concerne le soutien aux banques d'aliments et le leadership qu'ils ont eu par rapport à la chaîne d'approvisionnement. Mais nous devons mener cette conversation maintenant sur la scène politique. Nous avons parlé concernant les volets politiques, les questions politiques, mais comme Michael l'a dit, c'est pas que cela n'ait pas été un débat clé. Donc le pacte sur les droits culturels, sociaux et économiques sont clés et c'est clé, le droit à l'alimentation. Mais les débats internationaux ou nationaux sont plutôt pour les gouvernements plutôt que pour les villes. Maintenant, c'est aux villes d'assumer et de faire entendre leur voix. Nous avons beaucoup appris de problèmes concernant
la distribution et la sécurité alimentaire pendant la pandémie. Michael a parlé de dimensions confondues dont nous avons besoin pour augmenter les droits à l'alimentation, pour donner à tous les citoyens, toutes les villes, le droit aux denrées alimentaires sûres, accessibles, abordables. Et il faut célébrer cette culture et garantir une diète qui ne nuise pas à l'environnement aussi. Et plusieurs domaines dans lesquels nous avons travaillé. Donc, le travail que nous sommes en train de faire sur le système d'alimentation contribue à garantir cette justice alimentaire, mais nous devons faire ce travail plus visible. Voilà pourquoi nous sommes en train de lancer cet engagement, ce défi sur la justice alimentaire pour contribuer avec notre voix à l'action, au leadership concernant le droit à l'alimentation pour tous les citoyens de toutes les villes concernées. Cet engagement des villes pour la justice alimentaire, nous avons aussi traduit cet engagement, ce plaidoyer dans toutes les langues et nous devons encore traduire dans d'autres langues de façon à pouvoir transférer tout cela dans les villes concernées pour en parler avec les décideurs politiques. Nous avons demandé à tout le monde de travailler avec nous pour monter notre voix, pour mettre notre voix dans l'espace concerné, pour demander à impacter le travail que nous faisons dans le domaine politique parce que les aliments, l'alimentation est un droit dont tous les citoyens doivent pouvoir jouir de façon efficace. Merci beaucoup de votre attention. Excellent. Sorry, Dr. Varney. Dr. Varney, excellent. Merci. Vous avez tout à fait raison. Je pense que le message à retenir aujourd'hui, c'est que le droit à l'alimentation est un droit vraiment humain. Et je suis fière de ce que nous avons fait, de ce que nous sommes en train de faire à Birmingham, lidérer cette initiative. Je dois remercier la fondation Food Foundation. Sinon, sans leur aide, nous ne travaillons pas de façon isolée dans une île. Ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment de commencer, notamment cette conversation, ce débat, d'engager les autres villes, voir ce que les autres villes sont en train de faire. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste encore un peu de temps parce que, voilà. Je changeais un peu l'ordre du jour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions que vous souhaitez poser à tous les intervenants, même à ceux qui sont en ligne, à toutes les personnes qui ont intervenu? Anna, est-ce que vous pouvez commencer? Peut-être vous avez la parole. Merci, Anna Taylor de la Food Foundation. J'ai une question pour Michael, si possible. Je serais vraiment intéressée à entendre votre avis sur... Il y a beaucoup de villes qui ont adhéré à cette initiative, à cet engagement. Donc, la capacité de la part des villes d'exercer un peu de pression face au gouvernement national, parce que parfois les villes ne disposent pas des outils, des possibilités pour garantir ce droit à l'alimentation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir votre perspective internationale, pour savoir si nous avons un groupe international ou un nombre de villes qui sont en train de soutenir, d'adhérer à cette initiative. Et quelle est la capacité d'influence sur le contexte national, international? Voilà, je trouve que c'est vraiment le challenge clé d'avoir cette vision, d'avoir cette visibilité, d'avoir un pouvoir dans le domaine un peu. Merci Anna, merci de votre question. Est-ce que vous pouvez tous m'entendre? Voilà, génial. Donc, tout d'abord, je voudrais identifier ce qui n'est pas en train de bien fonctionner. Il y a eu plusieurs opportunités de la part du gouvernement de travailler de façon multilatérale là-dessus. Et à chaque fois,
donc, ils ont échoué. Donc, il y a plusieurs institutions des Nations Unies, comités. Moi, j'ai participé, je fais partie de plusieurs de ces efforts-là. Les gouvernements nationaux ne sont pas en train de travailler ensemble. Il n'y a pas de réponse multilatérale à la crise alimentaire. Il y a certains pays qui sont très forts du point de vue de l'exportation. Et ils sont en train d'arrêter ces initiatives. Donc, nous sommes un peu coincés là-dessus. Ce que je trouve qu'il y aurait un peu d'espoir dans le domaine donc des villes. Et je pense que les villes non seulement sont un modèle, mais peuvent arriver à mettre en place des coopérations, exercer une pression par rapport à leurs gouvernements respectifs et peut-être dans les gouvernements sur le plan municipal. Et clé, cette intervention, cela démontre aussi que les villes sont en train de pousser quelque part, d'exercer leur pression, c'est quelque part la lutte que nous avons à faire. Et plus nous aurons des villes qui vont adhérer, non seulement elles vont pouvoir gagner un peu de pouvoir, mais vont pouvoir faire entendre leur voix un peu partout. Voilà, merci Michael. C'est une réponse brillante. Est-ce qu'il y aurait encore de questions dans la salle? Voilà, donc allez-y. Oui, je voulais juste poser une question concernant les autres villes qui sont représentants, les villes qui sont représentées. Si vous êtes une ville qui a un lien fort à tout ce qui est l'agriculture, la production agricole, et à ce challenge qu'il parlait, non, qui était mentionné, c'est-à-dire les villes qui sont plus fortes dans ce qui concerne la disponibilité ou l'accès. Nous, à Birmingham, nous faisons plein de choses, mais pas les aliments, les voitures, même les bijoux et les batteries. Nous sommes forts là-dessus. Mais dans les villes où l'agriculture est quelque chose de plus puissant, où il y a un lien fort à l'agriculture en ce qui concerne l'identité de la ville, le tourisme. Peut-être ce risque commercial serait un facteur dont il faudrait tenir compte pour les villes qui voudraient rejoindre donc cette initiative. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous pourrions commencer par l'intervention de Dr Tanashi? Est-ce que vous avez des contributions, J'ai pas pu très bien comprendre, suivre, parce que Justin la voix, j'ai pas pu bien entendre quelle était la question. Bon, je vais demander à Justin qui... Oui, c'est l'agriculture, les exports, les coûts, mais je vais laisser Justin reformuler Voilà, la question pour les villes concernées est si dans votre ville à vous, les denrées alimentaires sont-elles une valeur importante? Si vous produisez des aliments, cela fait partie de vos attraits en tant que ville pour les touristes. Donc, l'accessibilité, la disponibilité des denrées alimentaires. Si nous voulons à ce que les aliments soient moins chers, cela suppose un impact commercial, mais si cela fait partie de votre économie, il y a quand même... Oui, je ne sais pas, Dr Tanashi, est-ce que vous avez pu l'entendre? Désolé, j'arrive pas à trop bien entendre votre voix. Je peux vous entendre, vous, mais Justine, je ne peux pas. Ah, d'accord. Justine parlait de l'agriculture, c'est-à-dire le fait, peut-être que je me trompe là-dessus, mais dans certaines zones, certains endroits, l'agriculture est là. Donc, il y a une implication du point de vue des coûts. Est-ce que cela suppose une barrière, un obstacle par rapport au travail que vous êtes en train de développer? Est-ce que cela pourrait être une barrière, Justine? Je ne sais pas si j'ai bien reformulé ta question. Oui, c'est clair et net. D'après notre expérience en Johannesburg, c'est
La zone métropolitaine de Johannesburg, nous avons donc des ressources pour pouvoir faire face à ce défi, mais nous avons 6 ou 7 Normalement, le gouvernement national est celui qui est chargé par le biais de la collecte de fonds. Donc, dans la ville de Johannesburg ou Cité du Cap, l'implication du point de vue du coût n'est pas une barrière, un obstacle à un certain niveau. Mais en ce qui concerne la chaîne alimentaire, je peux dire qu'en ce qui concerne ce défi, cet engagement, dans notre cas, nous, toutes les municipalités métropolitaines comme nous pourrions commencer là et puis après le partager avec d'autres municipalités qui pourraient avoir besoin d'un traitement différent. Mais aussi, en ce qui concerne l'intervention précédente de l'intervention locale, de comment est-ce que nous pouvons vraiment jouer un rôle ou exercer un peu de pression. Nous avons développé un cadre de rapport que nous appelons la stratégie de coordination qui nous permet à positionner la sécurité alimentaire comme un élément stratégique. Et donc, nous nous réunissons avec les agents d'autres niveaux administratifs sur le niveau administratif de la province ou du département et nous partageons toutes les questions dont nous avons besoin pour changer les vies des citoyens. Alors, la conception de politique, la garantie de la sécurité alimentaire sont des éléments clés. Mais en tout ce qui se produit dans nos espaces, ce qui est en train de se produire à Johannesburg, donc nous mettons en place cette plateforme de travail pour faire un peu de plaidoyer, de lobby. Par exemple, si nous devions signer cet engagement, ce pledge, si nous devions le présenter à nos partenaires dans la sphère nationale, voilà l'un des mécanismes auxquels nous pourrions faire appel, c'est ce mécanisme d'intervention. Merci, vous avez répondu la question. Comment est-ce que vous allez donc faire avancer? Est-ce que je peux poser la question à Caroline? Est-ce que vous voulez ou vous tenez à dire quelque chose là-dessus? Est-ce que vous voudriez dire quelques mots concernant ce qui vient d'être dit? Karina. Nous avons quelques politiques publiques. Désolé, mais il n'y a pas la traduction du portugais. Karine, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît, pour le traduire pour la salle, parce que nous n'avons pas de traduction du portugais. Nous avons des politiques publiques aussi concernant l'agriculture.
Nous avons un programme concernant l'alimentation qui consiste à acheter les aliments. Désolée, mais je suis en train de faire la traduction vers le français. Il n'y a pas la traduction vers l'anglais. For a local Yeah. distribution. Yeah. Temos a frente nacional, que é a aquisição de alimentos para utilização da merenda escolar. In a national level, Sur le niveau national, se centre sur les besoins nationaux d'éducation primaire ou secondaire. Merci beaucoup. Merci de votre contribution. Merci, Maria. Je suis désolée de vous avoir mis dans une telle situation. Bon, David, est-ce que vous voudriez dire quelques mots là-dessus? Je crois que il pourrait y avoir quelques implications un peu donc opposées parce qu'il y aurait des intérêts concernant la production, des actions commerciales et l'accès aux aliments ne peut pas être séparé. Il faut trouver un certain équilibre, bien entendu. Il faut accepter qu'on a besoin de trouver une solution pour garantir l'accès à l'alimentation de la part de la population la plus vulnérable et de protéger vraiment la production locale et la commercialisation locale, les réseaux commerciaux, c'est important aussi. Non, non, c'est bien, c'est bon. Je pense que c'est ce qu'il fallait. Et Michael, finalement, est-ce que vous avez quelque chose concernant cette question de quelques mots ou quelques contributions pour conclure? Oui, toutes les villes auront des rapports différents avec les communautés rurales. Par exemple, Johannesburg, peut-être, sont en train de bien produire, mais il y a des villes qui ont des rapports avec des producteurs locaux, producteurs agricoles. Et au Brésil, à Sao Paulo, par exemple, les programmes pour les écoles sont des exemples qui pourraient être répliqués par d'autres villes, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons garantir l'alimentation de la population, mais aussi de renforcer les capacités des producteurs locaux. Donc, il faut travailler d'une perspective plutôt systémique. Et voilà, quelque part, dans certains endroits, ce rapport sont transfrontaliers. Donc, il faut que les villes soient en situation de travailler ensemble. Je pense que ce pledge, cet engagement peut renforcer les capacités des villes, sans doute. Merci, Michael. Et finalement, mes réflexions personnelles avant de conclure. Je voudrais reprendre les contributions du panel. J'ai demandé à Michael de partager avec nous ces dernières réflexions, mais Justin, je dois dire, oui, s'il vous plaît, signez ce défi, signez cet engagement, le pledge, parce que nous avons tous démontré, c'est un espace où nous, les villes, nous devons être là actives et nous sommes restés en silence pendant longtemps. Donc, vous êtes priés de nous rejoindre et élevez votre voix. David, vos dernières réflexions. Dans ma position technique, je suis en train de travailler avec la municipalité vers la signature, de travailler autour de ce que le pledge est en train de soutenir. Donc, nous devons vraiment réimaginer la façon
de fonctionner de système alimentaire, la façon de fonctionner des villes, ce pledge, cet engagement suit la voie appropriée et nous procure à nous, donc les employés, les fonctionnaires administratifs, municipaux, donc nous donne les outils dont nous avons besoin pour réorienter les politiques et les décisions politiques. Donc, maintenant, nous allons... Peut-être je me suis trompée, mais Karina, est-ce que vous tenez... Karina, est-ce que vous avez des réflexions pour conclure ces contributions? Did she hear me? Je ne sais pas si elle m'a entendu. Karina? Karina, est-ce que vous avez des contributions? Peut-être qu'elle ne peut pas m'entendre. Donc voilà. Est-ce que nous pouvons donc passer la parole à Michael? Une réflexion finale avant de vous laisser? Donc voilà, je vous repasse la parole. Génial, magnifique. Donc la dernière personne à intervenir, c'est Mushanama, Dr Tinashe Mushanama. Ah, j'arrivais pas à dire son nom, désolé. Docteur Tinashe. Non, j'ai pas pu me souvenir de votre nom. Donc, vos dernières contributions, Monsieur Tinashe Mushanama. Donc, voilà, merci beaucoup. Pour moi, tout ce qui a été dit aujourd'hui en ce qui concerne toutes ces idées d'innovation, nous devons encourager vraiment les villes à lidérer et à développer des politiques. Parce que nous pouvons entendre plein de bonnes idées, mais si nous ne réussissons pas à les mettre sous forme de politique, nous n'allons pas pouvoir aller de l'avant. Par exemple, les politiques, mais en tant qu'administrateurs, nous allons rester là parce que les politiques vont changer. Donc, nous allons voir plein de changements de gouvernement. Si nous construisons une politique vraiment résiliente, je sais que finalement, il y a des politiques qui sont critiques, mais nous devrions être capables d'avoir cette influence. Et quand les décideurs politiques vont venir et pas repartir, nous devrions pouvoir rester. Donc, les villes doivent être en position de développer des politiques qui nous donnent la possibilité de devenir plus résilients. Et nous sommes en train de le faire à Johannesburg. Oui, voilà, merci. Mes dernières réflexions. Cela a été une séance excellente avec certaines difficultés, mais nous avons quand même une séance excellente parce que ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est la passion de la part de toutes les villes concernées. Nous essayons de, voilà, le préparer. Il y a cette volonté de travail conjoint. Je suis d'accord avec Dr Tinashe. Les décideurs politiques viennent, repartent, mais peut-être qu'un groupe de décideurs politiques aurait cette vision par rapport aux administrateurs, aux administrés, et d'autres administrateurs vont l'annuler. Donc, cela ne doit pas être politique, cela devrait dépasser le cadre politique. Cela concerne les droits de l'homme, les droits, parce qu'il faut garantir les droits citoyens. Ma dernière parole, je vais utiliser, je vais reprendre le mot de Justine. Les gens ont droit à avoir les aliments. Le droit à l'alimentation est un droit humain et en tant que ville, en tant que pays, en tant que personne de cette planète, nous devons commencer à le valoriser, à tenir compte de cela. Les gouvernements locaux, nous jouons ce rôle opérationnel, mais nous n'avons pas tellement de pouvoir en ce qui concerne la politique pour changer les choses. Mais je crois quand même que les gouvernements locaux, nous sommes maintenant, le moment est arrivé, nous devons commencer à avoir de l'influence auprès des gouvernements nationaux et peut-être avec l'évolution, avec le temps, comme au Royaume-Uni, peut-être il faut commencer à défier directement le gouvernement et à transférer ces politiques
dans les espaces locaux. Voilà, c'est un processus extrêmement promettant. Et voilà, je sais que quand nous allons nous réunir, il va y avoir plein de travail qui va être fait. Donc, je vous souhaite une bonne journée de travail. Merci beaucoup d'être restés ici. Je remercie tous les intervenants numériques, les intervenants présentiels. Et merci, et je remercie aussi à toutes les personnes qui êtes venues aujourd'hui, qui êtes restées. Vous avez eu toute la patience du monde. Donc, merci beaucoup et passez une super bonne journée. Merci.